va commencer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'audience publique tenue ce jour, le 21 février 2014, à Genève, par les juges M. Imhoff, Mademoiselle Quiros et moi-même, président de la Cour. Le conflit oppose le plaignant M. Claude Lanzmann, cinéaste, écrivain et journaliste, né en 1925, au défendeur M. Yannick Haenel, écrivain né en 1967. Le parti de M. Lanzmann sera représenté par le cabinet Auron, ici présent. La défense sera représentée ici par M. Lecoq, Mademoiselle Lecrinier et Mademoiselle Favre. Nous allons maintenant tâcher de récapituler les faits et la cause du litige. Après la parution du livre intitulé Jan Karski de M. Haenel le 3 septembre 2009, M. Lanzmann forme une demande de comparution devant un juge pour falsification de l'histoire dans le roman de M. Haenel. Nous devons en effet statuer cet après-midi sur ce litige, donc la controverse littéraire Jan Karski, qui a opposé donc à partir du premier trimestre 2010 le cinéaste Claude Lanzmann et l'écrivain Yannick Haenel, suite à la parution en 2009 du roman de ce dernier, intitulé Jan Karski, paru chez Gallimard. Pour que tout le monde ici présent et pour que le jury de ce tribunal comprenne bien les enjeux qui seront soulevés lors de ce procès, il est ici nécessaire de rappeler quelques éléments factuels. Donc je vais me livrer à un rappel bref des faits. Donc le livre de l'auteur Yannick Haenel, qui est donc ce livre, Jan Karski, est basé sur la vie d'un personnage historique, Jan Karski, grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, diplomate polonais et courrier du gouvernement polonais en exil à Londres, appelé par deux juifs du ghetto de Varsovie en 1942 à visiter le ghetto et à rendre compte de l'horreur nazie. Un messager, donc Jan Karski, un messager chargé d'alerter les Alliés sur le sort réservé aux Juifs d'Europe et d'obtenir des Alliés qui agissent en urgence pour stopper l'extermination des Juifs. Jan Karski rencontre en 1943 le président américain Franklin Roosevelt à la Maison-Blanche pour obtenir un changement dans la stratégie de guerre des Alliés et qu'il stoppe par une intervention spécifique, indépendante du conflit guerrier, l'extermination en cours. Deux documents diplomatiques attestent de cette rencontre entre Jan Karski et le président américain, mais personne ne sait à ce moment-là avec exactitude ce que Karski et Roosevelt se sont dit, ni comment a réagi Roosevelt au récit de l'insoutenable. Alors pour restituer en fait la trajectoire de Jan Karski, Yannick Haenel va user dans son livre de trois stratégies narratives arrimées aux trois chapitres qui composent ce court texte. Les deux premiers chapitres ont selon lui valeur documentaire, s'appuyant chacune sur un document. Le premier chapitre est une méditation et une description fine autour d'un premier document qui est le témoignage de Jan Karski, apparu dans le film Shoah de Claude Lanzmann, où il livre sa vision horrifiée du ghetto, un témoignage qui aurait donc mis fin à une longue période de mutisme de 3 décennies et qui permet au messager de recouvrer sa parole. Le deuxième chapitre est également une description, une méditation autour d'un second document qui est le récit autobiographique écrit par Jan Karski lui-même, paru en 1944, qui est donc ce livre-ci, sous le nom de Story of a Secret State, et qui narre sa vie de résistant, mais dans lequel il éludera également dans ses détails sa vision du ghetto autant que sa rencontre avec Roosevelt. Ces deux documents ne rendent donc pas compte en fait de manière détaillée de cette rencontre avec le président américain. Souhaitant, je cite, témoigner pour le témoin, Yannick Haenel imagine dans la troisième partie de son livre le déroulement de cette rencontre et propose, face au silence des archives, au silence des témoins, une fictionnalisation de l'histoire. À partir d'une approche, je cite, dit-il, et nous aurons l'occasion d'en débattre, délibérément intuitive. Cette partie fictionnelle consiste en une narration imaginaire et subjective attribuée à Jan Karski, d'une invention donc, sous la forme d'une voix intérieure, visant à restituer ce que ces deux premiers documents, dans leurs lacunes, ne peuvent restituer. Vous aurez donc en charge de répondre à la question suivante. Yannick Haenel est-il coupable de falsifier l'histoire? Et plus largement, nous le verrons, vous devrez statuer sur le droit à fictionnaliser l'histoire. La question est donc importante et ne devra donc pas être prise à la légère. Nous vous demanderons donc une attention totale et d'être donc très attentif aux débats qui auront lieu
lors de ce procès. Donc, je vais maintenant donner la parole également de manière à resituer en fait certains éléments factuels importants à Aurélie Zo de rappeler quelques éléments de la vie de ce messager de la résistance polonaise, Jan Karski. En 1939, Jan Karski rentre dans la résistance polonaise. Cette année-là, il est plusieurs fois emprisonné et torturé par les soviétiques et par la Gestapo. En 1942, Karski est chargé par la résistance de livrer à travers le monde un compte-rendu de la situation en Pologne et de l'extermination des Juifs d'Europe. Pour ce faire, il rencontre un responsable du Bund et un responsable sioniste qui lui font part du message que Karski devra livrer. Afin de pouvoir témoigner au mieux, Karski accepte, la semaine suivante, de pénétrer dans un camp appartenant au processus d'extermination, le camp d'Iżbica-Lubecka, où les Juifs sont regroupés en provenance de différents ghettos et qui sont dépouillés de leurs maigres biens. Revêtu de l'uniforme d'un garde ukrainien qui a été soudoyé, Jan Karski passe une journée entière dans le camp et assiste au chargement des Juifs dans un train de 46 wagons. Il restera terriblement choqué par la vision dantesque de cette journée. L'année 1943, il voyage pour délivrer son message, informer le monde sur la situation en Pologne et des Juifs d'Europe, ainsi que pour exiger des mesures. Durant le mois de juillet, Karski est envoyé aux États-Unis par le gouvernement polonais de Londres et a le privilège, le 28 juillet 1943, d'être reçu pendant 1h20 par le président Franklin Roosevelt, président des États-Unis, à qui il livre un rapport sur la résistance polonaise en général et à qui il détaille, en tant que témoin oculaire, le sort des Juifs. Au cours de cette année 1943, il rencontre également Félix Frankfurter, juge de la Cour suprême des États-Unis, ainsi que plusieurs leaders de la communauté juive, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En 1944, Karski publie son livre « Story of a Secret State », dont la traduction française est publiée en 1948, sous le titre « Mon témoignage devant le monde ». Après la guerre, Jan Karski devient professeur de sciences politiques à Washington et s'engage contre le communisme soviétique. C'est seulement en 1978 qu'il témoigne pour la première fois en participant au film Shoah, cité précédemment, de Claude Lanzmann, sorti en 1985. La première prise de parole publique de Jan Karski au sujet de ses missions depuis la Seconde Guerre mondiale s'est tenue le 28 octobre 1981 à Washington lors du premier colloque international des libérateurs des camps et dont le thème était la découverte de la solution finale. Enfin, en 1994, il rencontre Thomas Wood qui écrit la biographie de Karski en collaboration avec Stanislav Jankowski sous le titre « Karski, How One Man Tried to Stop the Holocaust ». Jan Karski décède le 13 juillet 2000. Merci beaucoup Aurélie. Donc, nous allons maintenant donner la parole à l'accusation. On sait qu'à la fin de la guerre, Jan Karski disparaît de la scène publique. En 1985, la sortie du film Shoah de Claude Lanzmann ressuscite Karski pour chacun de nous en l'inscrivant dans l'histoire et dans l'esprit objectif. En 2009, Yannick Haenel écrit un roman semi-fictif sur la vie éventuelle de Jan Karski. Comment est-ce qu'on peut écrire un roman sur cet homme? Comment l'homme qu'il était, que Lanzmann a bien connu, ainsi que la nature même de son témoignage, tels qu'ils apparaissent dans Shoah, pourrait donner matière à fiction? J'aimerais d'abord noter que Lanzmann n'était absolument pas averti de ce livre, alors que les deux premières parties du roman de Haenel sont non seulement des paraphrases de ce qu'il a été gardé des 2 journées de tournage avec Jan Karski du film Shoah, mais aussi du livre même de ce dernier, Story of a State, publié en 1944 et traduit en français en 1948. Haenel se permet donc de plagier aussi le livre de Jan Karski. En plus, Haenel cite parfois, sans en avoir jamais demandé l'autorisation, des passages exacts du texte de Shoah, longs parfois de 15 minutes. Certains appellent hommage ce parasitage du travail d'un autre. Je pense que le mot plagiat conviendrait mieux. J'arrive à présent à la 3e partie de ce que Haenel appelle roman, où l'on y fait dire à un Karski imaginaire des choses qu'il n'avait jamais pensées ni exprimées, qu'il ne pouvait pas avoir pensées, au prix d'un trucage de l'homme et d'une falsification de l'histoire. Haenel se glisse dans la peau et croit-il l'âme de Karski,
changeant d'emblée celui-ci en un pleurnichard et véhément procureur qui met le monde entier en accusation pour n'avoir pas sauvé les Juifs. Personnage si absolument éloigné du Karski réel. Est-ce que j'ai encore besoin de justifier les vrais propos de Karski ? Je pense que le rapport Karski, le film de Claude Lanzmann sorti en 2010, suffit à calmer les idées malheureuses de Yannick Haenel. Mais je tiens à souligner encore une fois, pendant les 48 heures où Lanzmann a tourné avec Karski, il lui a posé toutes les questions capitales sur ses rencontres avec les leaders politiques, intellectuels et religieux de Grande-Bretagne et des États-Unis, et qu'il y a répondu avec droiture et même enthousiasme devant la caméra de Lanzmann. J'aimerais maintenant parler de la fragilité du dispositif narratif de Haenel. Comme l'explique très justement l'historien Patrick Boucheron, la juxtaposition sur la couverture des énoncés Yannick Haenel, Jan Karski produit un vertige. Finalement, qui parle et qui signe ? Haenel peut toujours multiplier les entretiens pour affirmer que la littérature n'a pas vocation à asséner des vérités historiques, qu'il ne s'agissait pas pour lui de se mettre à la place de Jan Karski, mais de faire parler ses insomnies. À elle seule, la formule typographique Haenel-Karski marque la mise en échec de son éthique narrative. Haenel parle au nom de Karski, c'est un fait, mais dans une vulgarisation sans limite du personnage qu'est Karski, à travers une absence totale de complexité du personnage. Haenel est sans doute trop jeune pour savoir que le plus grand des hommes peut avoir plusieurs visages, être double ou triple, ou plus encore. Et son Karski inventé est tristement linéaire, emphatique et finalement faux de part en part. Les scènes qu'il imagine, les paroles et pensées qu'il prête à des personnages historiques réels et à Karski lui-même sont éloignées de toute vérité. Il suffit de comparer le récit de Karski à ses divagations. J'aimerais terminer en concluant que peut-être, Haenel s'est-il inspiré de Sartre en ne comprenant pas, là encore, le sens profond de la phrase « On entre dans un mort comme dans un moulin ». Merci. La première chose qui est assez frappante, c'est que vous questionnez la façon dont on pourrait écrire sur cet homme, comment on pourrait le fictionnaliser et comment on pourrait réinterpréter son histoire personnelle. Alors, au-delà du manque d'imagination que cela peut laisser transparaître, il est nécessaire justement de réussir à considérer le devoir que Yannick Haenel s'est senti d'avoir. Vous l'avez évacué de manière assez rapide, mais ce n'est pas pour faire parler les insomnies, mais c'est pour faire parler la censure que Yannick Haenel a décidé, entre autres, d'écrire cette troisième partie qui semble poser autant de problèmes. C'est la censure qui a été celle d'un homme qui a été traumatisé et qui a donc, malgré lui, et c'est évidemment très humain, bloqué, refoulé et enfermé beaucoup de ses émotions, beaucoup de son sens critique en général sur les événements auxquels il a assisté. Et c'est donc probablement à travers l'unique champ de la fiction que cela peut être délivré. Le deuxième point que vous souleviez était le plagiat dont vous accusez Yannick Haenel dans ses deux premières parties. Ce qui me semble assez surprenant, c'est que je n'ai pas non plus le sentiment de comme le plagiat l'est d'habitude, que ça ne soit pas assumé. Je pense que je ne vais pas vous énumérer le nombre de fois où le nom de Claude Lanzmann ainsi que la date de sortie de son film, le nom de son film sont énumérés au cours de tout le livre. C'est pour dire qu'il a une conscience on ne peut plus précise du personnage à qui il s'adresse et à qui il emprunte certains propos. Après, certes, je peux bien concevoir que le narcissisme d'un homme comme Claude Lanzmann peut l'empêcher à certains moments de imaginer ces témoignages qui ne sont finalement pas les siens, partagés et réécrits. Et dans un second temps, cette réutilisation est à dessein, dans le sens dans lequel elle permet de construire une analyse dans ces deux premières parties. Elle permet de permettre à Yannick Haenel d'émettre son point de vue, et donc de construire ici une analyse qui n'est pas celle qu'il proposera dans la troisième partie, qui permet donc de contextualiser, entre autres, cette troisième partie, de montrer sa responsabilité dans la manière dont il envisage la fiction, de réussir à ne plus laisser planer aucun doute sur la conscience générale qu'il a du poids de la fiction.
Monsieur Hanel a dit « Dans mon esprit, il ne s'agit pas d'une thèse. Ce roman n'est évidemment pas un livre d'histoire, mais un livre d'interrogation sur le cheminement d'une pensée et le cheminement d'une âme surmontée. » Claude Lanzmann souligne un manque de complexité dans le personnage de Jan Karski, donc décrit par Yannick Einal, mais dans le texte qui est apparu dans Marianne le 23 janvier 2010, je cite, Claude Lanzmann écrit que s'il n'a pas intégré dans son film les heures de tournage, c'est pour quelques raisons que je vais exposer ici. Dans Shoah, Karski dit simplement « But I reported what I saw », mais j'ai fait mon rapport sur ce que j'avais vu. Rien de plus, je l'ai voulu ainsi. C'était artistiquement la seule façon de maintenir la rigueur de la tragédie. Le reste, le contenu même de ces rapports, les réactions de ceux devant qui il les faisait étaient pour moi, au point où j'en étais de la construction de mon film, distraction et anecdote. C'est la réalité, la radicalité de la mort et de l'inéluctable que je voulais transmettre. Du coup, Claude Lanzmann souligne un manque de complexité, mais lui-même, dans son film, a décidé de réduire le personnage de Jan Karski à aussi un seul visage. Et a aussi décidé, par choix artistique, et à manipuler finalement aussi le personnage qui est celui de Jan Karski, en sélectionnant qu'une partie de l'interview. Je pense qu'on a bien entendu l'argument. En revanche, je crois qu'il faudrait à la cour de préciser qu'il ne s'agit pas ici de juger du film de Claude Lanzmann, mais bien du livre de Yannick Einal. Dans votre accusation revient en boucle la falsification de l'histoire que Yannick Einal aurait donc fait, sous prétexte que la fiction serait donc forcément une forme de falsification de l'histoire. Ce qui sous-entend donc aussi que l'histoire serait donc dénuée de toute fiction. Je vais donc faire appel à l'expertise. La réflexion philosophique sur l'histoire est un reflet de la mentalité des époques. De fait, au XIXe siècle, le positivisme domine. Il considère que l'histoire est une science qu'on ne peut remettre en question. Les historiens utilisaient des documents historiques afin d'écrire un passé essentiel. Ce découpage entre faits et fiction a contribué à établir l'histoire en tant que science moderne. Néanmoins, la notion d'objectivité des récits a été ébranlée par le relativisme historique, apparu au début du XXe siècle. On prend en compte que le récit des historiens est un médiateur de la réalité. Au cœur des historiographies les plus orthodoxes et les plus historicistes, la puissance imaginative demeure une ressource indispensable pour l'historien qui souhaite se représenter le passé. Comme le rappelle Paul Ricoeur, le réel passé est, au sens propre du mot, invérifiable, en tant qu'il n'est plus. Il n'est visé qu'indirectement par le discours de l'histoire. C'est ici que la parenté avec la fiction s'impose. La reconstruction du passé, comme Collingwood l'avait déjà dit avec force, est l'œuvre de l'imagination. L'historien, lui aussi, configure des intrigues que les documents autorisent et interdisent, mais qu'ils ne contiennent jamais. On pourrait également dire que la fiction est en effet utilisée en histoire de manière provisoire, pour avancer des hypothèses et en un mot expliquer et interpréter. C'est-à-dire, tout historien, pour expliquer ce qui a été, se demande ce qui aurait pu être. Plus encore, la mise en crise de cette distinction fondamentale entre fiction et histoire réémerge en particulier dans les années 1970, notamment avec les courants linguistiques et narrativistes de l'historiographie. Dans le 3e tome de Paul Ricoeur, de Temps et récit, expose le nécessaire entrecroisement de l'histoire et de la fiction. Cet entrecroisement explique la structure fondamentale, tant ontologique qu'épistémologique, par laquelle l'histoire et la fiction ne peuvent exister l'une sans l'autre. Roland Barthes écrit en 1967, en ce qui concerne le discours de l'histoire, je le cite, « Le fait n'est jamais qu'une existence linguistique ». Il envisage donc la réalité historique comme un texte. Derrida, lui, affirme qu'il n'existe rien en dehors du texte. Le lecteur est celui qui donne sa signification.
On peut donc envisager une multitude de lectures possibles. L'historien Aidan Waite, lui, envisage les textes historiques comme des textes fictionnels et littéraires, car sa méta-histoire n'a pas d'extra-textualité. Cela signifie que tout est interprétation. Il considère que la structure verbale donne elle-même aux événements historiques leur signification ainsi que leur statut d'événements réels. La conclusion de notre expertise se joint à Waite dans l'idée que la littérature expérimente d'autres formes d'écriture susceptibles de construire du sens et dont l'histoire pourrait s'inspirer. Merci pour ce rappel sur la dimension fictionnelle de l'histoire. Est-ce que l'accusation souhaite interroger cette expertise? Demander une contre-expertise peut-être? Non. Oui, on appelle une contre-expertise. Alors, en fait, suite à ce mouvement postmodernisme rappelé par les expertes précédentes, on assiste à beaucoup de polémiques et de débats par certains historiens. Alors en fait, ces historiens, bien sûr, reconnaissent la dimension novatrice dans le fait d'analyser des textes historiques de la même manière que les textes littéraires. Mais par ailleurs, ils veulent réaffirmer le fait que l'histoire est une dimension référentielle, que l'histoire repose bel et bien sur des preuves factuelles. L'historien italien Carlo Ginzburg rejette les positions sceptiques du courant postmoderniste qui est revendiqué par Aidan Waite et se donne pour projet dans sa thèse de démêler cet entrelacement entre ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui est fictif. S'il ne revient pas à une vision positiviste qui est propre à la pensée du XIXe siècle, Carlo Ginzburg réaffirme néanmoins la nécessité de l'empirisme, c'est-à-dire la quête de traces, d'empreintes, d'indices de la part de l'historien, qui est censé se placer en position d'investigateur, de chasseur, de policier, de détective. Et dans sa thèse, il introduit la notion de paradigme indiciaire, qui est apparue à la fin du XIXe siècle, où la quête de traces infinitésimales permet de saisir une réalité plus profonde. Avec le paradigme indiciaire, il compare la connaissance historique à une connaissance, pour ainsi dire, médicale. Une connaissance qui serait indirecte, indiciaire et conjecturale, c'est-à-dire incertaine. En 91, dans Le Juge et l'historien, Ginzburg fait part de son agacement vis-à-vis des thèses du linguistic turn. Le linguistic turn, c'est l'idée que l'histoire ne relève que du langage. Elle est tout entière historiographie, c'est-à-dire qu'on l'écrit, qu'elle n'est que texte littéraire, écriture. Pour Ginzburg, la vérité en histoire ne souffre pas de guillemets. L'histoire repose nécessairement sur une forme de vérité. Il va pointer que la position d'Aidan Waite, dans son scepticisme vis-à-vis du réel, de la réalité et du relativisme qui est propre au XXe siècle, que c'est une position qui peut être dangereuse dans la mesure où le scepticisme pourrait entraîner des thèses négationnistes, encourager des thèses négationnistes, et c'est là que le danger que soulève Carlo Ginzburg. En effet, il y a un risque, avec une position fictionnaliste et textualiste de l'histoire, on tombe dans un scepticisme qui donne des gages de thèse de négationniste. Donc vous nous rappelez bien les dangers en fait de cette position postmoderne que finalement sous laquelle s'abritait finalement la défense. Ça nous semble assez important d'alerter sur les risques d'une conception de l'histoire comme fiction. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de recontextualiser la situation de ce procès et l'attaque qui nous est faite, puisqu'il s'agit d'un objet littéraire avant tout. Car la littérature, dans son champ, ne peut pas se permettre de rejeter de manière aussi radicale la fiction. Elle est itinérante, intrinsèque, omniprésente. C'est donc, et d'autant plus que c'est pour cela que nous allons faire appel à une autre expertise qui va essayer de nous démontrer qu'elle peut aussi avoir une valeur cognitive sur les questions historiques. Alors il nous a semblé intéressant de nous interroger, plutôt que sur l'histoire comme fiction, davantage sur le type de savoir sur l'histoire que permet l'écriture de fiction. La fiction peut se saisir de l'histoire. Il faut se demander avec quelle visée cognitive et pragmatique elle le fait. Dans le champ de la littérature, les écrivains de la créolité, par exemple, tels que l'écrivain Patrick Chamoiseau, se sont demandé comment prendre en charge la mémoire orale
et comment la fiction pourrait venir subvertir l'histoire. Cette histoire subie, écrite par ceux qui vous nient, celle de la colonisation. Toutes les histoires sont là, mais il n'y a pas d'histoire, écrit Patrick Choimoiseau dans son livre « Écrire en pays dominé » en 1987. C'est pourquoi la fiction prend le relais de l'histoire, devenant le lieu d'une mémoire collective, le lieu de l'articulation de la parole orale et de l'écriture, de la mémoire individuelle et de la mémoire collective, du réel et de l'imaginaire, du vraisemblable et de l'invraisemblable, de l'histoire et du mythe, car dessous l'histoire, il y a les histoires dont aucun livre ne parle, et qui, pour nous comprendre, sont les plus essentielles. Alors que l'histoire écrit le jour des colonisateurs, la fiction est appelée à dire la nuit des colonisés. La fiction vient transformer l'histoire en une situation existentielle, en champ de possibilités, en quelque chose qui est à advenir. La mémoire n'est pas ici, déjà là, comme une collection d'archives et sources éparses qu'il faudrait rassembler, mais à construire, au travers d'une expression littéraire propre, ouverte et disponible, et permet ainsi de sortir d'une vision strictement matérielle de l'histoire et d'une vision de l'histoire comme connaissance par trace, pour reprendre les mots de l'historien Marc Bloch. Traces matérielles laissées par le passé comme objets, monuments ou archives et textes. Ce sont les limites des sources historiques et documentées qui font que seules les voies de la reconstruction poétique et fictionnelle semblent en mesure de combler ces lacunes. La fiction serait donc ici la méthode qui permettrait de faire parler ce que taisent les documents ou qui se substitue aux documents lorsqu'ils sont manquants ou lacunaires. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le droit à la fiction est invoqué par Yannick Enel. Un droit à la fiction qui permet de faire parler Jan Karski depuis son silence, dans la mesure où la vie de Karski après 1944 et jusqu'à son témoignage dans Shoah en 1978 n'est plus documentée, alors qu'il s'est enfermé dans le mutisme, l'impossibilité de parler pendant plusieurs décennies. C'est en littérature que s'exprime tout ce qui creuse le temps des historiens, le déni et l'oubli, les filiations rompues, ce que l'on sait vrai mais que l'on ne veut pas croire, les délires de la mémoire, l'interminable nuit blanche du silence, comme l'écrit l'historien Patrick Boucheron. La fiction permet donc de témoigner pour ce qui échappe au témoin, et dont il ne peut témoigner. Se placer par conséquent au seuil du représentable. Écrire aujourd'hui des romans consiste à témoigner de ce qui ne se représente pas, c'est-à-dire cela même dont on ne peut témoigner. Contre une vision positiviste de l'histoire, qui pense que la fiction est un régime de discours qui relève du faux, Enel pose que la fiction n'est pas du faux. Pour lui, la fiction consiste à trouver une vérité qui ne soit pas de l'ordre des faits, mais de l'être d'un personnage. Dit Enel lui-même dans un entretien avec Marie Chaudet dans La Vie le 27 août 2009. La fiction crée donc une sorte de monde à l'envers. À côté des faits historiques, ce sont les non-dits, les petits événements, la vie elle-même et l'essence d'un être que seule la fiction peut raconter. Grâce à la fiction se révèle une autre phase de l'histoire. Et pourquoi Yannick Enel a recours à la fiction de manière évidente? C'est pour faire parler ce silence, simplement. 35 ans de silence, des documents qui existent, qu'on ne voit pas. C'est donc une hypothèse, une expérimentation de sa part, à travers cette fiction, que de faire parler cette chape de plomb qui a alourdi et qui nous a fait taire cette voix historique, ce personnage. Voilà ce qu'on peut compléter à cette expertise. Et par rapport au silence, que c'est justement par le film de Claude Lanzmann que justement Jan Karski a pu sortir du silence, de ses 35 ans de silence, tout simplement. Voilà, je laisse la parole à mon collègue. Chers confrères, mesdames et messieurs les jurés, madame et monsieur les juges, monsieur le président, contrairement à l'historien, le romancier est dans un plus large spectre. L'artiste a un plein pouvoir pour la conception narrative de son histoire. Cette liberté n'est pourtant pas dénuée de règles implicites, notamment liées à la morale, à l'éthique et au devoir de réserve induit à toute expression publique. Ces limitations ne sont pas à mettre en opposition à la liberté d'expression, mais elles visent à une utilisation intelligente de celle-ci. Le film de M. Lanzmann, par le biais d'entretiens directs, écarte tout procédé picturaux outrancier. La neutralité de la forme et sa durée laissent pleinement au spectateur le temps nécessaire à la distanciation face aux récits proposés et leur gravité. L'effet de réel
présent dans l'œuvre de M. Lanzmann, rejoint la thèse défendue par Michel de Certeau dans son ouvrage « L'écriture de l'histoire ». Il insiste sur cet effet de réel comme pouvant amener une plus-value à l'historiographie, quand il est une constituante et ressource plurielle à cette écriture. La fiction ne peut malgré tout, en aucun cas, s'affranchir de recherches protocolaires, professionnelles et fastidieuses. À l'inverse, le caractère divertissant du feuillet de M. Haenel risque de provoquer un amalgame préjudiciable pour une génération post-lettrée, pour reprendre le terme d'Anthony Bivor. Dans son ouvrage « La fiction et les faits », il explique ce risque en termes de transmission du savoir. Ce dernier évoque notre ère où l'image animée est reine. L'histoire est déclinée en divertissement télévisuel, ce qu'il nomme « histotainment » ou « divertistoire », spécifiquement dans le cinéma contemporain. On a tous en tête le film « La liste de Schindler » de Steven Spielberg, ou plus récemment « Inglourious Bastard » de Quentin Tarantino. Ce dernier, en reprenant le contexte des déportations juives, décrit l'intervention d'une troupe spéciale des Alliés. Le réalisateur pousse la liberté à faire des rapprochements avec l'histoire de son propre pays, les États-Unis, notamment des pratiques indiennes. Ceci à des fins de détourner l'histoire. Il va jusqu'à réécrire de toutes pièces la mort d'Hitler. Loin de négliger l'esprit critique du spectateur, cette limite devient dangereuse quand la forme s'approche de celle du document, au sens où l'entend l'historien. Les nouvelles technologies et les moyens monopolisés par le cinéma, au travers notamment d'images de synthèse, accentuent la vraisemblance et empêchent la distanciation. De même, l'usage de tout-puissants réseaux Internet permet une accumulation de savoir dont la factualité est discutable. L'industrie cinématographique et littéraire a bien compris cette nouvelle donne, et de nombreux ouvrages et films utilisent les dates anniversaires ou la récurrence de l'histoire pour proposer des récits que l'on peut qualifier de simplificateurs. C'est bien là le problème, et spécifiquement en évoquant des pages de l'histoire que certains qualifient volontiers d'indicibles, immontrables. Un devoir de rigueur et de réserve et de mise. Seule une documentation longue, scrupuleuse et professionnelle, positionnant l'artiste en chercheur, devrait donner la légitimité. Jonathan Little, dans son ouvrage « Les Bienveillantes », bien qu'il écrive une fiction, le fait avec une grande qualité littéraire, en restant très fidèle aux événements réels, à l'exception de quelques espiègleries. La forme finale d'une œuvre devrait découler directement de ses recherches et éviter toute esthétisation, ne serait-ce que littéraire, de l'histoire. Cette histoire qui s'écrivait traditionnellement en termes collectifs, l'histoire d'un pays, d'une armée ou d'un mouvement politique, s'est personnalisée en insistant sur un individu que récemment, dans les années 1980-1990. Cette histoire en nom propre et le renouveau d'intérêt qu'elle suscite s'illustrent fortement dans la dérive opérée par le roman de M. Haenel. On observe alors cette tendance manichéenne des artistes contemporains à réduire les grandes destinées à des pulsions humaines et simplistes. M. Haenel, dans son roman, s'efforce d'entacher le destin exceptionnel d'un homme en le ramenant à des considérations humaines. Les écureuils d'un Central Park, le mariage, le statut d'enseignant, le confort new-yorkais. La complexité de l'homme en tant que témoin de l'histoire est alors relayée au deuxième plan. Qu'entendez-vous par esthétisation littéraire dans le cas de notre livre qui est mis en accusation? Y voyez-vous une esthétisation littéraire? Dans les formules que M. Haenel utilise dans son ouvrage, on s'écarte complètement d'une forme de neutralité pour entrer dans les fioritures qui est tout à fait clairement exprimée dans ces considérations bassement terrestres. Vous considéreriez donc qu'il y a un bon usage de la fiction romanesque, en fait? C'est bien ça, si je... Tout à fait. Si on reprend l'exemple de M. Little, je pense que la critique a largement salué son sérieux et ses qualités littéraires. La thèse historique que Haenel essaie de nous faire passer est extrêmement discutable.
Enel, en mettant en scène un Polonais qui est un héros et en ne restituant pas l'ensemble du contexte, réduit l'antisémitisme polonais, réhabilite de manière erronée leur rôle et discrédite celui des Alliés dans la guerre. En effet, l'écrivain ne se donne pas la peine de parler d'un certain nombre de détails primordiaux à prendre en compte lorsque l'on se permet de poser un jugement sur des faits historiques. En parlant de détails primordiaux, je parle bien sûr ici, entre autres, du contexte historique. Un point essentiel nous est donné par Karski lui-même lorsqu'il se fait interviewer par Lanzmann pour le film Shoah datant de 1985. À l'heure du génocide juif, il s'agissait alors d'une situation sans précédent. Karski insiste sur le caractère incomparable d'une situation pareille, et c'est ainsi qu'il explique pourquoi les autorités et les personnes en pouvoir d'apporter de l'aide n'en firent rien. Elles ne pouvaient tout simplement pas réaliser l'ampleur de ce qui se passait alors. C'est ce que l'on comprend, par exemple, lorsque Karski porte son message en 1942 jusqu'à la Maison-Blanche avec l'objectif de rapporter et de décrire ce qui se passe alors en Pologne. Le Polonais doit faire face à l'incrédulité du juge de la Cour suprême, Félix Frankfurter, qui déclare ne pas pouvoir le croire, même s'il sait qu'il n'est pas un menteur. J'appelle maintenant l'experte historienne Hyunji que j'invite à venir parler de la déclaration interalliée, revenant sur la question des conséquences liées au rapport Karski, et pour montrer qu'il y a eu des conséquences directes. Le 10 décembre 1942, le gouvernement polonais en exil a adressé au gouvernement allié une note de 16 pages concernant l'extermination massive des Juifs en Pologne occupée par les Allemands. C'était peu de temps après l'arrivée de Jan Karski à Londres, dont il était inévitablement influencé par le rapport de Karski. En réponse, les pays alliés ont publié la déclaration interalliée, une déclaration condamnant l'extermination des Juifs, l'Holocauste. Annoncée le 17 du même mois à British House of Commons, cette déclaration représente la position des 11 gouvernements alliés, y compris les États-Unis, l'Union soviétique et la France libre. On n'a pas donné un titre formel spécifique à cette déclaration. Elle a donc appelé la déclaration interalliée par les membres des Nations Unies contre l'extermination des Juifs. Ainsi, je voudrais rappeler le point de vue de Claude Lanzmann lui-même, qui dit dans sa tribune dans le Marianne du 23 janvier 2010 qu'il a pu consulter aux États-Unis un numéro de la revue Jewish Frontier daté d'octobre 1942. Le plan de l'extermination des Juifs y est décrit de la façon la plus articulée. Plus tard, au début de 1944, des Juifs radicaux, voulant à leur façon alerter le monde, furent conduits à acheter des pleines pages dans les journaux américains les plus lus, New York Times, Chicago Tribune, Los Angeles Times, pour alerter le monde sur le désastre qui se jouait en Pologne. Les Juifs auraient-ils pu être sauvés? En Slovaquie, le rabbin Chaim Michael Dov Weisel-Mandel, en relation avec ses frères d'outre-Atlantique, concevait un plan grandiose et fou qu'il baptisa Europa Plan, consistant à racheter aux nazis tous les Juifs d'Europe. Ses frères des États-Unis réussirent à lui faire parvenir un peu d'argent, pas assez pour satisfaire l'appétit d'or de Dieter Wislichny, le dignitaire SS avec lequel il négociait les modalités de son plan. Dov Weisel-Mandel constituera d'autres plans, comme celui de bombarder les voies ferrées allemandes et les installations de Birkenau. Ces requêtes furent rejetées pour beaucoup de raisons que l'illusion rétrospective nous empêche de comprendre aujourd'hui. Les Juifs d'Europe n'ont pas été sauvés. Auraient-ils pu l'être? Ceux qui, péremptoires, répondent aujourd'hui oui, ne sont-ils pas? Ou aussi des lecteurs tâtonnants de leur propre temps. Leur sagacité et leur moralisme rétroactifs sont peut-être l'avers d'un aveuglement constitutif sur ce qu'ils prétendent accomplir. La thèse de l'abandon des Juifs par les Alliés, défendue au sous-texte par le livre Yannick Hanel, est une hypothèse historique inacceptable qui, de plus, comme le rappel de Annette Vivorka, consiste à mettre sur le même plan les crimes des Alliés et ceux des nazis. Merci beaucoup. Alors ça appellera, j'imagine, une réponse de votre part. Peut-être que je vous laisse terminer
votre prise de position et on y répondra ensuite. Pour résumer, le recadrage auquel procède Haenel lui permet de cacher certaines informations essentielles et ainsi de rendre sa thèse plus vraie. Or, plus une hypothèse historique manque de référents, moins elle est pertinente et par la même occasion intéressante. Et si certains accusent Lanzmann d'agir de manière similaire lorsqu'il élimine certaines scènes de l'interview de Karski au montage, je répondrai à ceci qu'il s'agit d'une collecte de témoignages regroupés autour d'un sujet, la Shoah, et pour lequel Lanzmann n'a pas eu la prétention de rétablir une vérité, mais plutôt de conserver celle existante. Si Haenel ne prétend pas reconstituer ce qui fut, il dit au moins représenter ce qui est devenu pour nous irreprésentable. Il dit que la littérature doit être présente pour combler les manques de documents historiques et les silences dans la chronologie de l'histoire. Pourtant, ce ne sont pas exactement les documents historiques qui manquent à propos de l'entrevue entre Karski et Roosevelt. Et ces documents sont apparus largement avant la création du livre de Haenel. Si ce dernier décrit dans son livre un président déconcentré, bâillant et plus intéressé par les jambes de sa secrétaire que par le récit de Karski, ce n'est absolument pas de cette manière que Karski ou encore l'ambassadeur polonais Tcheranowski, présent lors de l'entrevue, le décrivent dans leur propre récit. En 1947, Tcheranowski rapporte la scène en dépeignant un Roosevelt attentif et précis, interrogeant surtout Karski sur l'organisation politique de la résistance polonaise. Quant à Karski, dans son récit datant de 1944, il décrit « Le président Roosevelt semblait avoir tout son temps et être inaccessible à la fatigue. Il était extraordinairement au courant de la question polonaise et désireux d'avoir de nouveaux renseignements. Les questions qu'il posait étaient minutieuses, détaillées et allaient tout droit au point essentiel. » Haenel utilise le subterfuge de faire dire à Karski qu'il ne pouvait parler franchement au vu de l'époque à laquelle il écrivait. Je cite, « À l'époque où le livre a été publié, c'est-à-dire en 1944, il était impossible que je dise la vérité. C'est ainsi que le faux Karski, celui inventé par Haenel, affirme que le vrai Karski a menti. » D'ailleurs, ce n'est pas le seul moyen utilisé par l'écrivain pour donner du sérieux à son roman. Si Haenel essaie de rendre sa fiction plus crédible par ce genre d'artifice, il ne défend pourtant pas pleinement ce recours à la fiction, et ce positionnement tempéré ne fait que desservir son roman. Il justifie son droit à fictionnaliser des faits historiques car ceux-ci sont précédés de documents officiels. Considérer que les deux premières parties de son roman préparent le lecteur à la fiction et qu'il donne à celui-ci des clés pour appréhender comme il le faut le dernier chapitre est un propos qui tend à l'hypocrisie. On peut parler de tout sauf d'objectivité en ce qui concerne les deux premières parties, étant donné que les deux documents sont à chaque fois entrecoupés de l'avis, de remarques de l'écrivain. Le lecteur ne peut pas, dans ces conditions, se faire son avis propre. Ensuite, la note au début du roman prévient le lecteur que la dernière partie est une fiction. Mais une fiction n'a-t-elle pas pour but d'emmener le lecteur? Comment attendre alors de lui qu'il soit crédule si on lui dit à l'avance que le récit est inventé de toutes pièces? Haenel a de lui-même cassé toute l'efficacité qu'aurait pu avoir l'outil de la fiction pour porter ses idées. Nous avons vu plus tôt que si les Américains ne réagirent pas immédiatement pour venir en aide aux Juifs, c'est très probablement car ceux-ci ne pouvaient se rendre compte de l'ampleur du problème, contrairement à Karski qui, lui, avait été sur place. J'aimerais introduire ici un extrait du rapport Karski, lors duquel Karski revient sur le caractère incomparable du cas du génocide juif. Est-ce que vous pourriez allumer And what is the meaning of this now, according to you? I don't believe you. What didn't he believe? Yes, I think he believed me, of course. I have no doubt he did his best, whatever he could have done. He took it for granted I was going back to Poland. Probably he wanted to show me. But how do you judge the people who, through what you said, didn't grasp the real meaning of what it was?
Is it possible to grasp the destruction of the Jews when one lives in Washington, a complete other world? At that time, Yes. probably not. Probably not. It might have been possible if every one of those individuals actually was there. Because now, all of us, we are intelligent people. It was unprecedented. This kind of things really never happened for a normal human being, educated, having political responsibility, a leader. All of us, we know, our brain, our concepts can operate only within certain limits. Mainly, what the environment puts, books, knowledge, information, puts into our brain. At a certain point, probably our brains are not able to grasp certain things. Donc c'est ici que j'aimerais souligner l'importance entre une histoire vécue et une histoire sue. Enel se pose comme un lecteur éclairé d'une époque et la juge avec le recul et la documentation que l'on a aujourd'hui, alors même que cette époque était illisible pour les personnages qui la vivaient. Grâce aux archives datant de la fin de la guerre et grâce au récit des témoins, il est bien sûr plus aisé aujourd'hui de se faire une idée de l'horreur de l'extermination. En publiant ce livre, Enel dit traiter la problématique de la transmission de la mémoire. Aujourd'hui, étant l'ère de la disparition des témoins directs, il cherche une alternative pour permettre aux générations d'aujourd'hui de participer au processus de la transmission de l'histoire. C'est là que, d'après Enel, la fiction doit intervenir dans ce processus, car d'après l'écrivain, il va bien falloir user de l'imagination lorsqu'il n'y aura plus de témoins directs. Mais à cela, j'aimerais répondre que le récit du témoin direct est très précieux et important, car celui qui a vécu un événement y appartient. Et comme le dit Karski, celui qui a vu connaît mieux que celui qui a su. Alors c'est aux questions suivantes que j'aimerais que l'on me réponde. Quelle est alors l'utilité d'un témoignage de deuxième main qui déforme la réalité pour les générations suivantes? Comment peut-on dire que cela fait partie d'un processus de transmission alors que le risque n'est autre que celui de faire circuler de mauvaises informations? La démarche de Yannick Enel constitue finalement, même si la transgression peut paraître mineure, en une illusion rétrospective et un jugement moral anachronique qui contredit la vérité historique. Enel ne fait que, comme le dit Annette Vivorka, plaquer sur le passé la mentalité de son temps. Et je vais conclure notre défense du point de vue de Claude Lanzmann. Donc, étant donné l'existence de documents relatant ce qui s'est passé durant l'entrevue entre Roosevelt et Karski, qu'on ne vienne pas dire après cela que le jeune écrivain restitue l'irreprésentable ou le non-existant, car des récits provenant de Tcheranovsky et Karski eux-mêmes existaient bien avant la sortie du livre. Ensuite, en ce qui concerne la liberté d'expression artistique et la liberté de se réapproprier l'histoire et de la fictionnaliser, ce n'est pas du tout le droit à le faire que nous remettons en question, mais bien l'utilité de le faire. Quel intérêt peut-on trouver dans l'acte de se réapproprier l'histoire? Ceci serait parfaitement justifiable et intéressant s'il s'agissait d'un outil qui permettrait d'amener une nouvelle hypothèse ou interprétation de faits historiques. Ou plutôt, comme le dit l'historienne Annette Vivorka, pour la citer à nouveau, quand le romancier s'attaque à l'histoire, il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Mais cela n'a d'intérêt que s'il nous dévoile une vérité qui échappe à l'historien. Or, l'hypothèse qu'essaie de nous faire passer Enel consiste plutôt en un raté, car comme vu plus haut, la conjoncture de l'époque a été négligée, amputée, enlevant ainsi énormément de pertinence à la thèse de la culpabilité et de la responsabilité des Alliés dans la question de la Shoah. Voilà.
Ma parole est à la défense, évidemment. Je crois qu'il serait utile de revenir, en fait, sur la première partie de votre intervention, et notamment à partir de l'expertise que nous avons pu entendre. Comme à l'habitude, peut-être commencer par le début et répondre relativement point par point, parce que dans cette première intervention, il s'agit au fond, en fait, de la même question qui se pose, et de cette même semblant de contradiction qui s'exprime dans cette plaidoirie. Cette assimilation, en fait, entre ce que a véritablement fait notre auteur et ce qu'on lui prête. Votre argument principal, qui revient de manière redondante, c'est le détournement d'une thèse historique, c'est la réinterprétation de l'histoire, c'est la transformation des faits réels. Mais je pense qu'il ne s'agit pas du tout ici de thèse historique à proprement parler. Comme il est indiqué au début de l'ouvrage, c'est donc une fiction qui ne se veut pas défendre une vérité, historique du moins, et qui sert véritablement un propos politique. Nous n'avons en aucun cas besoin de légitimiser une utilisation de l'histoire, puisque nous ne voulons pas en faire de l'histoire. C'est une caricature sous plein de formes. Il pousse, il lui-même le dit à de nombreuses reprises, les traits de cette histoire. Il la caricature, la transforme, simplifie Karski, peut-être à but, et c'est peut-être pour servir son propre propos, pour servir une théorie politique qui est celle du refus des Alliés de participer et de venir sauver les Juifs. Et c'est à travers cette caricature que véritablement se construit cette hypothèse politique. Et il s'en légitimise à de nombreuses reprises en montrant qu'il a une conscience largement suffisante, responsable, respectueuse des événements réels dans ces deux premières parties, à travers le témoignage que Lanzmann a enregistré et édité sous forme de film, et à travers la lecture qu'il a faite du livre autobiographique de Jan Karski. Il n'y a donc absolument aucun doute sur la connaissance de ces faits historiques. C'est donc vraiment une... Pour vous comprendre, en fait, vous dites qu'il n'y aurait pas de thèse finalement historienne dans le texte de Yannick Haenel, ou vous pensez qu'il y en a une? Je sais pas bien. En fait, j'ai l'impression que ce que vous dites, c'est qu'il y a une distinction entre une hypothèse historiographique et une hypothèse politique. Et Tout en à fait. vous penchez plutôt pour non pas une méconnaissance historienne, mais en fait simplement une thèse politique qui appuierait une thèse historiographique, qui serait celle notamment de Walter Laqueur, par exemple, qui avait en effet pointé la responsabilité des Alliés, qui avait parlé d'abandon des Juifs. Donc en fait, simplement, ce que vous décrivez, c'est un dilemme entre plusieurs hypothèses politiques qui se contredisent. Oui, il n'essaie pas du tout de proposer une contre-histoire, il essaie tout simplement de proposer une analyse politique à travers une fiction. Ce dont, dans le champ de la littérature, il a véritablement le droit et la légitimité. Et je pense que le respect étant tout à fait entretenu, sur ce plan-là, j'ai du mal à recevoir vos arguments, parce que je pense que c'est foncièrement dû à cette distinction qui n'est pas bien faite. Ensuite, vous mettez en rapport la pseudo-neutralité de la forme dans le film de Claude Lanzmann, qui serait foncièrement objective, ou du moins qui tendrait vers... Alors, nous ne faisons pas le procès de Claude Lanzmann, nous ne l'attaquons pas, nous avons du respect pour le personnage et pour son œuvre. Et par ailleurs, je pense qu'il est extrêmement dangereux et inconscient de penser et supposer que la part artistique est si réduite. Je pense au contraire que ce qui fait la force et la puissance de cette œuvre, c'est son montage, entre autres. C'est ces 8 heures, cette accumulation, c'est ce condensé, ce recoupement, qui ne sont que des décisions qui proviennent de Claude Lanzmann. C'est évident que malgré lui, et c'est ce qui est inquiétant, il y a une fictionnalisation dans ce format. Et que c'est ce qui lui en donne tout son intérêt, toute sa force, parce qu'elle est pensée. Et il est terrifiant d'imaginer qu'elle était inconsciente.
Pourriez-vous répondre peut-être sur un des arguments soulevés par l'accusation au sujet de l'illusion rétrospective? C'est un postulat qui est complètement abstrait, que de penser qu'on ne peut pas juger le passé. Je pense que la situation et la position inverse, qui serait celle-là, pousserait à une mise sous silence absolue. Il me semble absolument nécessaire au contraire, passer son temps à juger et à essayer de comprendre le passé et de réussir justement à travers ça à construire une analyse, une perception de ce qui a été pour ce qui va devenir. Je voudrais juste en finir sur les critiques qui ont été faites à l'œuvre, enfin cette troisième partie de fiction qui a été taxée de simplificatrice. Je pense au contraire que cet argument appuie le mien. C'est précisément à travers cette simplification qu'on sent bien ici que Yannick Hanel n'essaye pas de créer une thèse historique à proprement parler, mais que c'est bel et bien un propos qui sert son avis politique. J'entends par là qu'il n'essaye pas de réécrire l'histoire comme elle se serait passée. Ce n'est pas du tout son but de nous faire croire que l'histoire a été telle qu'elle. Mais c'est au contraire de faire naître, à travers cette fiction, la possibilité d'une partie de l'histoire qui est soumise à de nombreuses polémiques. Celle du positionnement des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et de leur impact et de leur intervention en Europe pour sauver les Juifs. Et cette thèse politique, c'est celle-ci, c'est de penser qu'en effet, il y avait une manipulation des Alliés, entre autres une manipulation de l'antisémitisme polonais pour cacher et pour se protéger eux-mêmes. D'accord, mais alors du coup, il me semblait que l'accusation avait montré qu'il y avait bien eu des conséquences au rapport Karski, qu'il y avait bien eu des conséquences réelles, notamment la déclaration interalliée qui nous a été présentée. Tout à fait. Je pense que c'est simplement nécessaire de montrer que l'hypothèse même de cette théorie est énoncée par le plus haut concerné tous, c'est-à-dire Jan Karski, qui, en réaction à la sortie de Shoah de Claude Lanzmann, écrit dans la revue polonaise Kultura Run en 1986, je cite, « Les gouvernements alliés, seuls, écrit-il, avaient les moyens de venir en aide aux Juifs et les ont abandonnés à leur sort. » Fin de la citation. Ça, c'est évidemment, c'est très important. Vous dites que Karski lui-même défendait cette position, qui finalement est plus proche de ce qui nous est raconté dans le livre de Yannick Hanel, c'est bien ça? Précisément. Est-ce qu'on peut répondre? Je vous en prie. Donc, il y a tout de même Karski, pour quand même éclaircir tout ça. Donc, il y a un témoignage qui est sorti de Tom Wood, qui est le biographe donc, de Jan Karski, et qui justement cite, donc, dans son témoignage, je retrouve simplement, oui, que Karski donc, précise qu'il aurait préféré voir Lanzmann utiliser en effet des morceaux de leur entretien qui parlaient de sa mission auprès des pays occidentaux, mais il s'abstint de condamner le film. Au lieu de cela, il appela à la réalisation d'un film aussi grand, aussi honnête, qui présenterait une seconde réalité de l'Holocauste, non pour contredire ce que Shoah montre, mais pour le compléter. Donc, je pense que par ces propos, on peut comprendre que Jan Karski a effectivement pas totalement remis en question le film dans lequel il a été montré. Et donc, justement, par ces propos, on comprend bien qu'il n'a pas du tout été choqué parce que justement, Claude Lanzmann monte dans son film. Donc, ça remet quand même en question que voilà. Si Karski était déjà dérangé par le fait qu'on coupe sa parole, je me demande comment il aurait réagi lorsqu'Hanel met d'autres mots dans sa bouche. Mais en ce qui concernait l'objectivité du film de Claude Lanzmann, donc comme quoi c'était utopiste de penser que le film était plus objectif que le récit de Hanel. En quoi les deux, pourquoi l'un serait plus vrai que l'autre? Est-ce que la vidéo d'un témoin direct, c'est pas une preuve qui a quand même plus de poids que le récit d'un auteur qui parle à la place d'un témoin? Et nous avons un élément que nous aimerions montrer pour rajouter
que Monsieur Pierre-André va amener. Simplement pour expliquer que c'est un fichier audio de notre quatrième associé qui exprime son point de vue sur un argument particulier de Yannick Haenel. Voilà. Au début du livre, une phrase en épitaphe cite Paul Celan. Il est écrit « Qui témoigne pour les témoins ?» Paul Celan. Or, cette phrase n'est pas une phrase. C'est un vers sorti d'un poème de Paul Celan. Or, dans toutes les traductions des poèmes de Paul Celan, en ce qui concerne ce vers, il est écrit « Nul ne témoigne pour les témoins ». En allemand, niemand zeugt für den Zeugen. Niemand veut dire personne nul. Donc, nul ne témoigne pour les témoins, et non pas qui témoigne pour les témoins. Cela change tout le sens du vers de Celan. Et cela change aussi les intentions de l'auteur. D'ailleurs, celui-ci ne nous prévient même pas de sa prise de liberté concernant le retournement de la phrase de Paul Celan. Lorsque le biographe Pierre Orseline demande à Yannick Haenel pourquoi il a fait cela, il lui répond qu'il a le droit d'interpréter différemment ce qu'a dit Paul Celan. Cependant, changer un nul impératif en un qui interrogatif ne consiste pas à interpréter différemment une phrase, mais à en changer complètement le sens. Yannick Haenel se défend d'avoir fait un trucage et disant que ce n'est qu'une inflexion du sens. Nous arrivons donc au comble de l'ambiguïté sur laquelle repose ce livre. Le parti pris d'Haenel n'est pas clairement affiché et on s'aperçoit que dès l'épitaphe, l'auteur nous mène sur une fausse piste, ce qui nous amène, nous lecteurs, dans une position très embarrassante et dérangeante vis-à-vis de l'auteur. Merci pour cette Donc, preuve. en effet, il y aurait un problème de traduction assez grave qui, du coup, induirait... Qui remettrait totalement en question le projet littéraire. Le projet exactement du C'est vrai du que livre. c'est une pièce versée au dossier qui est de grande importance. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à cela? Oui, donc Yannick Haenel s'est déjà prononcé en fait en réponse à Lauterwein, pardon. Donc je vais vous lire sa réponse qu'il a écrite. J'ai choisi volontairement de traduire par qui témoigne pour le témoin à l'interrogatif parce que le niemand de Celan n'a pas le sens d'une interdiction. Au contraire, ce niemand est à entendre comme une désolation, un regret qu'on pourrait transcrire par « Il n'y a donc personne pour témoigner en faveur du témoin ». Ce regret est un appel, d'où l'interrogation que j'emploie dans ma traduction « Qui témoigne pour le témoin ?» Je ne vois pas en quoi ce serait un contresens. Il s'agit tout au plus d'une inflexion du sens, comme Paul Celan lui-même en faisait dans ses traductions magnifiques de René Char. Ce genre d'inflexion est l'expression de la conscience historique avec laquelle on traduit, en 2010, réfléchissant sur la transmission du témoignage, je choisis d'entendre, dans les vers de Paul Celan, non pas une fermeture, comme si la question était réglée, mais ce qui, dans le regret, relance la question sur le mode de l'attente. Ce personne n'a en aucune façon le sens d'une interdiction, mais celui d'un regret, d'un appel désespéré, d'une attente pour l'avenir. C'est pourquoi, en exergue d'un livre qui a pour sujet l'expérience de Jan Karski, c'est-à-dire d'un messager devenant témoin, j'ai traduit niemand par qui, à la forme interrogative. Simplement, effectivement, nous avons déjà mentionné l'inflexion du sens donc de Haenel dans ce paragraphe. Nous savons effectivement la réponse qu'il a donnée, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si effectivement il avait assumé d'écrire qui témoigne pour le témoin sans citer en dessous Paul Celan, ou bien en précisant justement qu'il a modifié le vers, peut-être que ça aurait été plus plausible. Le problème là, c'est qu'il le laisse tel quel, et c'est justement le fondement du problème de ce livre, c'est que les générations futures qui justement lisent ce livre, si l'on pense à ces générations, peut-on réellement non seulement inventer l'histoire par la fiction, mais en plus changer le sens des mots
qui ont déjà été écrits. Il est évident que l'homme qui lit la phrase détournée de Paul Celan dans le livre d'Haenel interprétera d'une toute autre manière le sens des mots de Paul Celan, tout en pensant que ce dernier a écrit lui-même ces paroles. Donc, en faisant cette erreur, Haenel remet en cause des textes même déjà écrits justement dans l'histoire. Donc, il y a tout de même... On ne peut pas quand même revenir sur cette traduction en considérant qu'une traduction est toujours aussi une forme d'interprétation. Oui, il me semble que la justification que vous avez donnée est intéressante. Elle montre bien qu'il y a une question de traduction qui est justifiée. Il ne me semble pas qu'une version de traduction soit définitive. Enfin, il peut y avoir évidemment de nombreuses versions différentes. Effectivement, vous avez sans doute raison de noter qu'il ne justifie pas son choix dans son livre même, mais est-ce que les traducteurs justifient leur choix à chaque ligne? Si on peut répondre à ça en disant que c'est le même débat entre fiction et histoire, au sens que l'historien, il se tient à un protocole et il a appris un métier, et il est obligé de se référer à des faits. Et c'est la même chose pour le traducteur, je pense qu'il ne peut pas interpréter absolument comme il veut. Je me permets juste de... Bien sûr que non. Le traducteur, comme l'historien, en effet, se basent sur des faits réels, mais leur travail, justement, qui n'est pas d'être robotique et mécanique, c'est de les interpréter, de les analyser et de proposer une pensée à travers tout ça. C'est-à-dire que l'histoire, quand c'est une énumération de faits, elle est totalitaire. Il n'y a aucune marge qui permet de la penser et de l'assimiler et de l'expérimenter comme elle est son but. C'est-à-dire dans notre quotidien et dans notre façon d'appréhender la vie en général. Et la traduction, sans vouloir faire des discours sur l'histoire en général, la traduction est un genre littéraire. Et je ne pense pas qu'on doive forcément expliciter chaque décision de traduction quand on l'a choisi. D'autant plus que ce qui est frappant, c'est de penser, une fois de plus, que c'était des choses qui étaient de l'ordre de l'erreur. Alors qu'il semblerait quand même que, et tous les arguments qu'on a avancés ici le prouvent, il y a une conscience de tout ça qui semble extrêmement pointue. Il n'est pas du tout dans un sentimentalisme comme on pourrait le retrouver dans ce rapport que Claude Lanzmann éprouve avec la Shoah. Il est au contraire dans une distanciation probablement due à son âge, probablement due à son temps, mais qui n'existe pas des deux côtés. Et qu'il semblerait que Claude Lanzmann a du mal à assimiler. La dernière partie de notre plaidoirie est une reconsidération en fait générale de l'ouvrage de Yannick Haenel et d'une espèce de légitimité assez incontestable, je pense. C'est que si on le conçoit en tant que polémiste et plus comme écrivain romancier, et qu'on se pose la question, quel aurait été le moyen de faire sortir de l'oubli ces 45 minutes d'entretien de Jan Karski avec Claude Lanzmann, son rapport. Je pose la question, quelle aurait été la meilleure solution? Il semble peu pertinent de penser que Yannick Haenel n'avait pas vu cette polémique arriver, vu le nombre de reprises, vu le nombre de fois où il cite Claude Lanzmann, où il l'appelle, où il se passe, je pense consciemment une fois de plus, de lui demander une autorisation quelconque, où il fait en effet, il le savait, une œuvre de fiction qui allait évidemment soulever débat. Et au fond, de savoir si Yannick Haenel l'a fait consciemment ou pas, cela apporte assez peu. C'est au-delà de ça une preuve irréfutable sur l'indispensabilité et l'utilité pratique, c'est-à-dire qui s'adapte et qui se met en place dans la réalité de la fiction. J'ai de grands doutes, au contraire, sur la parution de cet entretien si cet ouvrage n'était pas paru. Et c'est, je pense, au-delà du fond que Yannick Haenel traduit dans son texte, tout ce dont on parle depuis le début de ce procès, c'est quand même ce résultat qui reste incontestable. Ce même morceau vidéo que vous nous avez présenté précédemment. Et la réédition du livre biographique de Jan Karski. Ce que vous voulez dire, c'est que par la fiction, Yannick Haenel a pu avoir un impact sur le réel. Tout à fait.
Vous pensez sincèrement qu'il a vraiment voulu provoquer cette polémique de manière à faire ressurgir un document qui aurait été effectivement oublié, ou en tout cas qui n'aurait pas eu d'existence avant mars 2010? Qu'importe. C'est que peu importe que ça soit le motif mécanique de cette parution, puisque elle a eu lieu. C'est que c'est finalement des histoires... je pense foncièrement en plus qu'il y en avait une conscience, mais pas de l'échelle que ça a pris. C'est-à-dire qu'il a probablement, dans les faits, dû se faire dépasser par la polémique, harpillé. Il ne s'attendait pas à être attaqué de manière aussi virulente, surtout par, je pense, Claude Lanzmann, qui respecte, je pense aussi de manière très véritable, énormément. Donc... Merci. Je pense qu'on a entendu l'une et l'autre partie. Les expertises aussi nous ont beaucoup éclairés. Je pense qu'il est maintenant temps de délibérer. On va vous porter un verdict qu'on va construire avec les jurés. Je vous rappelle que donc la question principale qui a été soulevée lors de ce procès, c'est l'histoire est-elle donc contenue uniquement dans les documents, les sources, les traces matérielles laissées par le passé, ou comme l'affirme donc Yannick Haenel, est-il parfois nécessaire de recourir à la fiction en tant que mode de connaissance qui compléterait l'histoire écrite par les historiens? Si la liberté d'expression de l'artiste doit, selon l'avis du plus grand nombre, rester totale, la fiction est-elle pour autant irresponsable? Et peut-on dire que la fiction employée par Yannick Haenel a été irresponsable? Merci. Donc nous allons maintenant procéder à la délibération. Donc le processus qui va être mis en place, c'est que nous allons à tour de rôle émettre nos arguments et ensuite statuer en faveur d'un camp. Alors pour ma part, je vais plaider non coupable suite à cette délibération parce que je considère que malgré tout, il s'est exprimé en tant qu'écrivain. Mais en revanche, c'est vrai qu'on était plus dans un dialogue, ça reste un dialogue assez ambigu, comme le fait de faire parler un personnage réel. Il aurait fallu dans ce cas vraiment assumer de fictionnaliser le livre à 100%. Mais ensuite pour moi, je pense que c'est quand même important qu'on puisse partir sur cette idée de la liberté d'expression et de rester au fait que ce soit un écrivain, artiste avant tout. Donc non coupable. Moi, je vais commencer par dire mes arguments pour Haenel et ceux pour Lanzmann. Alors, pour moi, la fiction dans l'histoire, c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Je sais pas, on peut même parler des premiers historiens dans la mythologie ou quand on devait expliquer la vie des Césars ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était plus pour les glorifier. Et là, le problème, c'est ce qu'on lui reproche, ce que Lanzmann semble lui reprocher, c'est qu'on va le caricaturer. Mais c'est quelque chose qui va dans la liberté d'expression, aussi du divertissement, pourquoi pas. Et puis le sujet de la Seconde Guerre mondiale, c'est le sujet le plus utilisé, je trouve, à titre de fiction, que ce soit dans les médias actuels, donc du cinéma. Je peux même citer tous les films qui sortent récemment avec ce sujet, dans la littérature aussi, j'en suis sûre. À mon avis, le petit détail qui coince pour lui, c'est qu'il a utilisé des faits trop proches de sa réalité. Il aurait pu essayer de traiter... Bon, peut-être c'était un problème qui tenait à cœur, cette histoire, ce dialogue entre Roosevelt et Karski. Mais je pense que s'il avait utilisé un fait plus lointain, peut-être même la Première Guerre mondiale, il aurait peut-être eu moins de problèmes, parce que là, il se fait attaquer par quelqu'un qui n'est pas mort. Mais passons pour Lanzmann. Je dirais que, du coup, l'approche d'Haenel, c'est plus quelque chose en rapport avec la provocation, le fait d'entacher la réputation de Karski, je recite un avocat. On est aussi trop proche du documentaire, et du coup, ça peut déranger. Mais pour moi, l'argument qui m'a vraiment un peu remis en question, c'était l'histoire du personnage fictif
Pourquoi est-ce qu'il a utilisé pourquoi est-ce qu'il a utilisé un personnage réel alors qu'il aurait pu utiliser un personnage fictif s'il ne visait vraiment pas l'histoire? Donc, à la fin, pour conclure, je dois avouer que les avocats de l'accusé se sont... Enfin, c'est un peu personnel, mais je trouve qu'ils se sont un peu mieux défendus, peut-être. Mais j'ai quand même plus d'arguments en faveur d'Enel, et je pense à la question est-ce qu'il a falsifié l'histoire, je dirais non. Voilà, donc je pense qu'il est non coupable. Alors moi, pour avoir une réponse à ce conflit, je vais me baser exclusivement sur donc, ces deux plaidoiries et sur les arguments qu'ils ont utilisés. Donc en les commentant, tout d'abord l'accusation. Ce qui m'a dérangé, c'est que l'accusation reste toujours sur ses positions et ne prévoit jamais les arguments de la défense. Et ça, je trouve vraiment dommage, parce qu'elle introduit des bons arguments, mais au final, ils sont tellement faciles de les contredire que je trouvais vraiment dommage qu'elle n'arrive pas à aller un petit peu plus loin. Concernant l'argument sur l'histoire, l'expertise était très bonne, mais le problème, c'est que cet écrivain n'est pas un historien, donc l'argument tombe totalement à l'eau. Il n'est pas du tout pertinent dans ce contexte. Non, mais étant donné que là, il se basait sur l'historien et que l'historien doit reproduire la vérité et ne pas aller chercher à interpréter la vérité pour établir l'histoire, ça joue que pour les historiens. Un écrivain, pour moi, a beaucoup plus de liberté, et du moment qu'il écrit un roman, on sait que ce n'est pas un roman historique qui va être basé sur des faits réels. Ensuite, concernant le témoignage, c'est un argument fort. Je trouvais pas mal d'introduire la problématique de la morale, de l'éthique. C'était bien expliqué, mais encore une fois, ça manquait de force. Il aurait fallu aller plus loin. Et la question de l'utilité d'un tel témoignage, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais là encore, il aurait fallu plus l'expliquer, donner des exemples comparés avec d'autres cas. Parce qu'en effet, on se demande bien quelle est l'utilité d'un tel témoignage, et ça rejoint le côté du personnage fictif. Pourquoi ne pas avoir utilisé un personnage fictif? Et là, juridiquement, ça pose en effet problème de faire dire à un personnage réel des choses qu'il n'aurait pas dites. Donc là, clairement, juridiquement, il serait totalement coupable. Mais je vais revenir après dans la conclusion pour d'autres arguments. Pour la citation du « nul ne témoigne » pour le témoin qui l'a interprété différemment, là, c'est là qu'il y a le problème en fait de prévoir en fait ce qu'allait répondre la défense, étant donné qu'il s'était déjà justifié sur cette interprétation. Donc là, je trouvais dommage que l'accusation ne soit pas allée plus loin et n'ait pas prévu ce qu'allait dire la défense. Concernant la défense, ce qui est très bien, c'est la clarté. Toujours commencer par la récapitulation des points, l'énoncement des points. Mais le gros problème, c'est la répétition et les contradictions. Les points forts, c'est les arguments sur la censure, sur le plagiat. Ils répondent bien, mais à chaque fois, ils s'éloignent du sujet. Il revient sur le film, qui pour moi est totalement hors sujet. On n'est pas en train de défendre ou d'accuser ce réalisateur. Donc, c'est des bons arguments, mais ça ne joue pas dans le contexte. Concernant l'expertise sur l'histoire, ça donnait vraiment une ouverture, c'est très intéressant. Mais encore une fois, l'écrivain n'est pas un historien, donc ça ne joue pas. Et ensuite, c'est là le point le plus important que je trouvais de leur plaidoirie, et il est revenu dessus souvent, concernant la caricature et l'hypothèse politique. Premièrement, la caricature, pour moi, le mot est mal compris et n'aurait pas dû être utilisé dans ce contexte-là, étant donné qu'une caricature n'est pas censée reproduire un événement d'une manière falsifiée. Il est censé reproduire les éléments forts, disons, d'un événement pour les montrer au public, mais pas donner des éléments faux. Et là, apparemment, dans le texte, il donnait des éléments faux. Donc je pense que ce mot n'avait rien à faire dans cet argument. Et pour l'hypothèse politique, c'est une très bonne idée. En effet, à mon avis, s'il l'avait soutenu jusqu'au bout, étant donné qu'il a démonté cet argument dans sa conclusion, ça aurait été en effet l'argument fort. Si vraiment il voulait faire déclencher cette polémique, oui, là, dans ce cas, il serait pas coupable, et ça aurait été le bon argument. Mais étant donné que dans sa conclusion, il commence par dire... Oui, mais en plus, il s'est contredit. Parce qu'il dit à la fin, ça voulait déclencher une polémique. Et après, vous avez demandé, est-ce que vraiment il pensait à faire déclencher cette polémique? Et il s'est contredit en disant, ah non, en fait, il pensait pas que ça irait aussi loin. C'est dommage. Parce que s'il était resté sur ses positions,
moi j'aurais été totalement convaincue par leur plaidoirie. Mais donc là, en conclusion, moi je pencherais quand même pour la défense et je dirais qu'il est non coupable. Ils avaient des arguments plus forts, donc ils m'ont convaincu. C'est pas le romancier n'est pas un historien, donc il avait le droit de s'écarter de l'histoire. Il a précisé que c'était pas qu'il reproduisait pas la vérité. Il s'est justifié, mais ensuite, objectivement et juridiquement, il serait totalement coupable. Et c'est pour ça que ça me pose vraiment problème, parce qu'en effet, il a falsifié l'histoire, il y a diffamation, il n'aurait pas dû faire dire à quelqu'un, un personnage réel, des choses qu'il n'a pas dites, donc juridiquement, il est coupable. Mais si je devais me tenir aux plaidoiries, il serait non coupable. S'ils avaient donné les arguments juridiques, étant donné qu'ils ne les ont pas donnés, il faut se baser sur ce qu'ils ont dit. On n'a pas le droit d'aller plus loin. On n'a pas le droit d'aller plus loin que ce qu'ils ont fait. Il faut se maintenir aux arguments qu'ils nous ont donnés. On doit jouer avec les arguments qu'ils nous ont donnés et pas aller plus loin. Bon, non coupable en tout cas. Non coupable étant donné qu'il faut se maintenir aux arguments des deux parties. Pour ma part, il est non coupable également parce qu'il n'a en rien falsifié l'histoire. Bien. Si on pose la question, est-ce que falsifier l'histoire est un crime? La réponse est oui. Dans ce cas-là, on est coupable de falsifier l'histoire en général, de manière des questions morales, éthiques, tout ce que l'on veut, juridiques également. Mais Enniel s'en est bien gardé. En fait, il aurait falsifié l'histoire s'il avait dit la rencontre entre Roosevelt et Karski n'a jamais eu lieu. Il ne le dit pas dans son texte. Et c'est clair que s'il l'avait dit, il aurait eu droit à un vrai procès en bonne et due forme de la part de Lanzmann et d'autres. Donc, il ne dit pas la rencontre n'a pas eu lieu. Il dit on ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, il ouvre bien évidemment la porte à l'interprétation, ce que font aussi tous les historiens comme les romanciers. Donc là, il joue sur le même terrain qu'un historien ou qu'un romancier. Et en plus, je trouve qu'il prend peut-être un élément qui n'est pas si déterminant que ça, la rencontre entre Karski et Roosevelt. Alors on en fait tout un bien sûr, et Karski lui-même, hein, dans le film de Lanzmann, en fait quelque chose d'énorme. On lui dit « tu vas rencontrer le maître du monde ». À l'époque, Roosevelt n'est pas le maître du monde non plus, peut-être. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. En tout cas, je ne pense pas que le témoignage seul de Karski, comme peut-être Lanzmann pouvait le croire, ou Karski aussi, ait pu faire changer quoi que ce soit au cours de l'histoire. Donc je pense que, un, il ne falsifie pas l'histoire parce qu'il ne dit pas cette rencontre n'a pas eu lieu. Deux, il prend un événement qui, en soi, n'est pas très important en fait, pour l'histoire. Donc pour ces deux raisons, et si pour répondre à cette question, est-ce que Yannick Agnel a falsifié l'histoire? La réponse est non, et donc il est non coupable pour moi. Après, un historien aurait pu fabriquer le même objet, quasiment à partir de cet épisode-là, c'est-à-dire de cet inconnu-là. C'est ce que font aussi beaucoup d'historiens, qui à partir d'une question vont apporter des réponses. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un roman ou non. Si on croit le témoignage de Karski, alors bien sûr, ce que dit Agnel est insuffisant. Mais c'est parole contre parole, d'une certaine manière. Et la parole de l'écrivain n'est pas moins honnête ou polémique que la parole d'un témoin. Les deux sont aussi polémiques et justes, en fait, je pense. Je pense que là, je ne vais pas prendre trop de temps. Pour moi aussi, il est non coupable. Je m'appuierai juste très rapidement sur un des experts qui a été amené par la défense, en fait, qui a donné un argument qui m'a plutôt convaincu, qui était l'utilisation de la fiction comme méthode peut se substituer aux documents lorsque ceux-ci sont manquants. Et pour moi, donc, c'est bien le cas, puisqu'il n'y avait pas de document sur l'entretien, qui n'était pas en tout cas présent au moment où Agnel écrit la partie fictionnelle de son ouvrage. Donc pour moi, il n'y a pas de faute véritablement de l'auteur, il n'y a pas de falsification de l'histoire, mais plutôt le droit à une interprétation, qui ne tend pas non plus pour moi vers le négationnisme, mais vers l'ouverture d'un débat, ce qui se produit en fait. Et pour moi, la réponse de Lanzmann est vraiment l'argument le plus
fort quand il produit le rapport Karski, en fait, en réponse à cette polémique. Et tout d'un coup, on a une ouverture des archives et un autre point de vue sur l'histoire. Et ça, c'est vraiment ouais, la force qui est amenée par un tout petit bout de texte en fin en dernier chapitre d'un livre. Voilà. Oui, donc moi aussi, je dirais non coupable. Pour reprendre exactement ce que vous avez dit, en fait, dans le sens que on peut pas vraiment dire que cette rencontre est appartenue à l'histoire, dans le sens qu'elle n'a pas été racontée ni par des historiens et que le principal protagoniste a en fait refusé de s'exprimer dessus véritablement pendant un grand nombre de temps. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été montré en fait, au public, finalement, à ceux qui en fait, écoutent l'histoire, finalement. Et donc, l'auteur a créé une fiction, mais finalement, qui était là, finalement, pour faire parler ce moment qui n'avait pas été, justement, mis au jour jusqu'alors. Donc, dans ce sens-là, je ne pense pas qu'il y ait spécialement de falsification de l'histoire. Et en plus, je voudrais dire que je trouve ça assez effrayant, finalement, de se dire que si on pouvait le juger coupable, finalement, de falsification de l'histoire, ça voudrait dire qu'on devrait interdire tout objet de fiction, finalement, qui viendrait raconter autre chose que ce que les historiens auraient voulu raconter, en fait. Et enfin, justement, ça pose la question de la source aussi, de se dire qu'un historien raconte forcément une histoire aussi, qui n'est pas forcément la grande histoire, mais aussi son point de vue. Enfin, ouais, je trouve ça assez effrayant de se dire qu'on puisse interdire autre chose que les sources de professionnels enfin, on peut pas vraiment être un professionnel de l'histoire tant qu'on n'a pas vu un documentaire, une vision juste de l'instant à laquelle ça s'est passé. Il y a forcément une interprétation et elle est plus ou moins grande, mais c'est une interprétation qui existe toujours. Ouais. Merci. Donc non coupable. Oui, non coupable. Moi, j'ai été assez convaincue par la qualité en fait de l'accusation, mais je reste quand même surtout très intéressée par le dispositif littéraire qui est proposé par Yannick Haenel comme dispositif expérimental en fait pour essayer de saisir la vie de Jan Karski. Et en fait, par ce dispositif qui est construit à partir d'un triptyque et à partir de l'approche comparative entre une vision documentaire et une vision fictionnelle, et la manière dont ces deux dimensions travaillent ensemble. Et c'est ce qui me convainc beaucoup en fait dans sa démarche et dans sa tentative, son expérimentation. Et évidemment, on voit bien qu'il y a un écart avec ce qui peut-être s'est passé, parce qu'en effet, comme le disait Bruno, le témoignage de Jan Karski est une version de l'événement réel, enfin de l'événement, mais et peut-être qu'elle contredit en partie la vision de Yannick Haenel. Alors on pourrait dire que dans ce cas-là, il a peut-être fait preuve d'imprudence, puisque sa version allait peut-être être démentie ou déconstruite par un document. Mais ce qui me semble important, c'est que l'écart qu'il y a entre sa vision et celle du témoin Jan Karski n'est pas en fait fondamentalement grand. Et surtout, la thèse qu'il propose en fait est une thèse historique qui est aussi validée en fait par de nombreux historiens. La thèse qu'il propose sur l'abandon en fait par Roosevelt des Juifs n'est pas contredite d'un point de vue historique par les historiens eux-mêmes. Et on comprend par sa démarche que ce qui l'intéresse, c'est une écriture pour l'avenir et le fait que l'histoire ne soit pas fermée, qu'elle soit justement une hypothèse ou un champ qui produit des hypothèses en fait et qui est construit pour l'avenir et qui n'est pas définitivement clos par une seule hypothèse historiographique, mais bien un débat ouvert et un espace justement de discussion entre historiens aussi. C'est ça qui me semble important. Donc, pour moi, il est non coupable à ce titre-là.
Bon, pour moi aussi, il est évidemment non coupable. Je crois que cette question primordiale du marqueur de fictionnalité, disons, dans son ouvrage étant très rigoureusement respectée et même mis en scène et même, je dirais, présenté sous forme de dispositif lui-même, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire il y a du doute, il y a de la fiction ou il y a de la vérité d'un autre côté, mais il y a en fait la production d'un dispositif qui présente en fait différents niveaux de fictionnalité et qui donc, plus encore que de l'absence de marqueurs, il présente le dispositif lui-même en fait d'une réflexion en fait sur le marqueur de fictionnalité en tant que tel. Cela étant dit, il me semble que j'ai été très intéressé par le dernier argument en fait de la défense, qui consistait donc à nous proposer la version polémiste que effectivement il faudrait juger la réussite d'une fiction par la réussite dans le réel, puisque en fin de compte, même s'il aurait été coupable de falsifier l'histoire, on aurait pu tout de même lui garantir l'idée qu'il a eu du coup une action positive par au moins la production du film, du coup le rapport Skarsky. Mais si on pousse cette logique-là, c'est donc bien qu'il a fallu justement qu'il soit coupable au moins aux yeux de quelqu'un, aux yeux de Lanzmann, pour produire cet objet et donc cet effet sur le réel. Donc il a bien fallu que, si on considère cet argument comme valable, c'est-à-dire que s'il a fallu qu'on considère que la réussite de ce livre, c'est bien d'avoir produit le rapport Karski, le film de Claude Lanzmann, si l'on considère donc la conclusion de la plaidoirie de la défense comme valable, il faut donc bien qu'il ait été coupable au moins aux yeux d'une personne, de Lanzmann lui-même, pour provoquer cette polémique et de manière à ce qu'il produise ce film et qu'il ressorte cette archive en tant que telle. Voilà, mais refermons cette parenthèse, et je pense qu'il est donc non coupable. Très bien. Moi, je me suis intéressé plutôt à donc la position de l'entité Jan Karski, c'est-à-dire ce que la fiction du roman de Haenel est-il alors un homme, un vrai réutilisé par Haenel, ou alors un réel personnage de fiction propre. Et de là, je me suis demandé, alors, s'il a le statut de personnage de fiction, y a-t-il alors falsification de l'histoire quand on donne une voix qui n'est pas la sienne à ce personnage de fiction? Et ensuite, il y a cet argument qui arrive de l'accusation qui dit que le personnage, enfin, le Jan Karski du livre est très éloigné du Jan Karski de la réalité. De ce point de vue-là, je me dis alors, le Jan Karski du livre n'est pas le Jan Karski de la réalité, il est le pur produit de la fiction, et donc tout ce qu'il pourrait dire n'est que l'opinion d'Haenel, et donc aucunement une falsification de l'histoire. Donc non coupable, évidemment. Nous allons statuer en faveur de la défense. Donc, nous avons terminé les délibérations et nous allons maintenant laisser la parole au porte-parole du jury. Alors, suite aux délibérations, le jury a conclu à la non-culpabilité de M. Yannick Haenel. Nous sommes basés sur 4 arguments qui découlent en fait des plaidoiries. Le premier argument en faveur de la non-culpabilité de l'écrivain français est la liberté d'expression. Le second argument soulève en fait le fait que l'écrivain n'a pas déformé les faits. En effet, il s'est justifié tout au long de son roman du caractère fictif de ce dernier. Il n'y avait pas de documents sur lesquels il aurait pu se baser, donc son roman était totalement fictif. Le seul argument qui pourrait être en faveur de sa culpabilité était la question de l'utilité en fait de cet usage d'un personnage réel
et pourquoi pas un personnage fictif. Mais comme l'a très bien justifié la défense, l'utilisation en fait de ce personnage réel servait à soulever une polémique et à donner en fait une ouverture pour le public, une meilleure visibilité de ce litige et relever en fait faire entrer une polémique sur laquelle le public pourra débattre. Donc nous avons conclu à la non-culpabilité de l'écrivain.